Lopez. Je vous remercie d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle que vous êtes professeur de littérature française à Paris 3, que vous êtes directeur du Centre Zola, directeur de cabinet naturaliste, que vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de Zola. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, et en particulier autour de l'engagement de Zola sur l'affaire Dreyfus, dont je cite quelques livres, La bataille littéraire, Émile Zola, un intellectuel dans l'affaire Dreyfus, ou alors des ouvrages plus généraux tels que le naturalisme, Émile Zola, bilan critique, le guide Émile Zola, en collaboration avec Owen Morgan. Et puis donc des livres sur Dreyfus, des lettres inédites de Zola à Jeanne Roseau, dont vous avez fait les notes. En GF, un livre sur la correspondance de Zola que vous avez annoté. Merci pour votre accueil. Je suis prêt à évoquer cet ouvrage sur l'histoire du groupe de Médan, à répondre à vos questions et au fond à répondre à cette question implicite qui est celle de votre présentation. Pourquoi être passé d'un Zola qui est celui de l'affaire Dreyfus, l'homme engagé que l'on connaît autour de J'accuse, à un autre Zola différent, celui des années des soirées de Médan, des années 1880. C'est un Zola plus jeune, un Zola qui est au centre d'une bataille littéraire essentielle qui est celle du naturalisme et qui au fond est aussi au cœur d'un premier engagement qui est celui de l'engagement naturaliste. Alors voilà, j'ai trouvé votre livre très documenté, très riche, très vivant aussi, votre livre m'a immédiatement fait penser au film de Cello Lorenzi sur Zola, qui moi m'a fait découvrir Zola. Et j'aimerais savoir si un tel rapprochement vous paraît juste ou incongru. Écoutez, pourquoi pas? Je ne sais pas si ce livre est construit comme un film de cinéma. En tout cas, il est construit sous forme de séquence. Ce n'est pas un essai littéraire sur les soirées de Médan. Ce n'est pas un ouvrage à proprement parler de critique littéraire. C'est vraiment un récit, une biographie collective qui choisit à la fois de placer cette histoire dans la chronologie, et dans une longue chronologie. Je commence vers 1855, au moment où Zola, jeune, est l'ami de Cézanne, à Aix-en-Provence, et puis je vais très loin, je vais jusqu'en 1930, c'est-à-dire plusieurs années après la mort de Zola. Et ce long récit qui couvre près d'un siècle, j'ai voulu vraiment le construire comme une suite de séquences, une suite de scènes, et au fond, d'une certaine façon, oui, comme un récit qui aurait une structure cinématographique. Et donc on a beaucoup écrit sur Zola lui-même, sur cet auteur et naturalisme, sur sa méthode d'écriture, sur sa conception des Rougon-Macquart. Comment un tel sujet s'est-il imposé à vous? Alors, ce sujet, je le disais à l'instant, s'est imposé à moi parce que j'avais envie de voir véritablement, après avoir longtemps travaillé sur l'homme de l'affaire Dreyfus, voir le romancier, voir l'auteur des Rougon-Macquart, mais je n'ai pas essayé justement de mettre en scène l'auteur des Rougon-Macquart. Sur le Zola, auteur de ces grands chefs-d'œuvre qui vont de l'Assommoir à Germinal jusqu'à la Bête humaine, jusqu'au Docteur Pascal, au fond, sur ce Zola-là, j'ai envie de dire que de grands ouvrages ont été écrits. Je pense notamment à la grande biographie intellectuelle d'Henri Mitterrand qui véritablement suit ce créateur de roman en roman. J'ai voulu essayer de voir autre chose, hein, non pas l'homme enfermé dans ses mythes, dans sa création, mais celui qui a toujours défendu, depuis le début, depuis sa jeunesse, cette idée qu'au fond écrire, c'est écrire avec les autres. C'est écrire en étant le compagnon d'amis qui sont autour de vous, qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui peut-être à certains égards vous critiquent, et c'est d'une certaine façon construire l'aventure littéraire comme une aventure de groupe. Je crois que Zola, plus que d'autres, en cette fin du XIXe siècle, a rêvé à l'incarnation de ce mythe du cénacle, qui est celui que les romantiques avaient mis en place, que Balzac a par exemple longuement décrit dans Les Illusions perdues. Et c'est cela que d'une manière précise, Zola a voulu incarner à travers cette aventure qu'il a réussi à mener au fond assez bien,
qui est celle des soirées de Médan. Mais ce livre n'est pas seulement son livre. Enfin, je veux dire, ce récit n'est pas seulement le récit de Zola, il est aussi un récit qui voudrait rendre justice à ceux qui étaient autour de lui. Ils étaient 6. Il y avait donc, parmi les plus célèbres, Maupassant, Huysmans, mais aussi des écrivains qu'on connaît moins et qu'on peut redécouvrir aujourd'hui, Alexis, Céard et Nick. Et justement, le découpage, je reviens au découpage de votre livre. Le découpage de votre livre est à la fois chronologique et thématique. Vous soulignez l'importance de ces rencontres, des années d'écriture, des amitiés, des inimitiés, du cénacle, des repas organisés, etc., qui sont formatrices aussi bien pour lui comme pour ses amis. Mais votre ouvrage, comme vous l'avez dit, déborde également sur l'après-Zola, où vous montrez qu'il y a une vie zolienne après la mort de l'écrivain, et avec les pèlerinages organisés à Médan tous les ans, le musée Médan, etc. Et quelles difficultés avez-vous rencontrées en adoptant une telle perspective ? Alors, je dirais que cette perspective étant chronologique, au fond, la seule difficulté que j'ai pu rencontrer a été celle de scander ces moments, hein, c'est-à-dire de découper, au fond, dans de grands chapitres, dont chaque fois l'unité, évidemment, est chronologique, de découper ces moments et d'essayer de construire une réflexion autour, vous venez d'évoquer le pèlerinage de Médan, de ce qu'on peut appeler, je crois, le mythe de Médan. Je suis parti de l'histoire de ce pèlerinage, le prologue de l'ouvrage, les premières pages, rappellent simplement que tous les premiers dimanches d'octobre, chaque année, à Médan, dans cette petite maison devenue grande ensuite, que Zola a achetée en 1878, grâce au droit d'auteur de l'Assommoir, et bien dans cette maison devenue propriété, se réunissent toujours chaque année, aujourd'hui, depuis 1903, chaque année, depuis ce début du XXe siècle, les amis, les admirateurs de Zola, qui accomplissent ce qu'on appelle un pèlerinage, un mot bizarre, mot à connotation religieuse, qui est un mot au fond du début du XXe siècle. Pèlerinage, sans doute, hommage à quelqu'un, pèlerinage laïque d'une certaine façon. Voilà, je suis parti de ce pèlerinage de Médan pour essayer d'évoquer ce qui est, au fond, à l'origine de ce livre, l'idée que, en effet, en 1880, en avril 1880, tous les 6, les 5 plus 1, hein, puisqu'ils sont 5 plus 1, au fond, il y a Zola et les 5 autres, eh bien, décident d'appeler les soirées de Médan un recueil collectif de nouvelles qu'il publie chez l'éditeur de Zola, qui est Charpentier, et qu'il publie à la fois pour montrer ce qu'est l'école naturaliste, mais aussi pour évoquer cette volonté amicale qui est la leur, de se réunir, de se regrouper et de défendre contre vents et marées ce qu'on appelle alors la littérature naturaliste. Et dans votre livre, vous expliquez très bien ce qui anime le groupe de Médan, le désir de modernité, le désir de se démarquer du romantisme. Zola sert à la fois de chef de file, mais aussi de moteur aux jeunes écrivains qui gravitent autour de lui et qu'il côtoie. Pourtant, me semble-t-il, dans quelle mesure peut-on qualifier d'écrivain naturaliste, si ce n'est surtout par les thèmes, peut-on qualifier ces écrivains d'écrivains naturalistes, si ce n'est surtout par les thèmes modernes de leurs romans, plus que par la méthode elle-même? Moi, je crois que le naturalisme à cette époque, quand on voit comment il est présenté par les journaux, par la critique littéraire, par la façon même dont tous ces écrivains le pensent, c'est d'abord l'idée de la modernité en littérature. C'est d'abord vouloir rechercher, pour l'écriture romanesque, une autre voie, hein, une voie qui, bien sûr, se situe dans la continuité du grand réalisme d'un Balzac ou même d'un Stendhal, et cela, Zola le dit lui-même, en montrant que le roman naturaliste commence avec Balzac et avec Stendhal. Donc se situer dans cette perspective-là et puis apporter avec la façon dont la science, l'esprit positiviste de l'époque permettent de lire le réel, apporter quelque chose de plus qui soit une vision sur la réalité, qui soit une vision sur l'amour, sur les rapports sociaux, sur les rapports de classe peut-être, qui soit particulièrement incisif. Et l'intérêt quand même, c'est de voir que ce recueil des soirées de Médan porte sur un thème qui n'est pas celui tout à fait de la sexualité, encore que la sexualité soit extrêmement présente dans le recueil des soirées de Médan, mais porte sur un thème qui, en cette année 1880, est extrêmement brûlant, la question de la guerre. Ils choisissent tous, par provocation, de raconter l'histoire d'une défaite
l'histoire d'un désastre au fond, qui est le désastre de Sedan et tout ce qui a pu suivre, cette débandade de l'armée française, cette débandade même des Français. Et donc il y a quelque chose d'extrêmement moderne dans ce recueil, qui est le premier recueil qui soit une véritable réflexion sur la guerre, sur sa défaite, sur son impuissance, allant au-delà de ce qui à l'époque est publié, d'ailleurs une littérature patriotique qui fait l'impasse sur la véritable réalité de la guerre.